Alors, bonsoir tout le monde, à ceux qui nous écoutent à la maison, à ceux qui êtes ici présents dans la salle du conseil. C'est notre dernière séance avant le congé estival, donc plusieurs d'entre nous allons prendre un peu de temps de repos. Mais avant qu'on commence la séance de ce soir, on se prépare aussi pour la rentrée scolaire. Plusieurs parents aussi ont ça dans leur liste à faire, acheter les appareils pour la rentrée scolaire. Et il y a une belle initiative qui s'est mise en place sur le territoire, menée entre autres par un de nos collègues conseillers municipaux avec des organismes de la région. Donc, je lui cède la parole, Patrick. Merci Antoine. Effectivement, vous le savez, la scolarité au Québec est gratuite, mais pour plusieurs de nos familles qui vivent en contexte de pauvreté, la liste d'épiceries pour les fournitures scolaires viennent faire des gros trous dans le budget et un enfant doit rentrer avec du matériel qui soit adapté à ses besoins pour éviter qu'il soit mis de côté ou raillé par ses camarades. L'opération est portée par la table de concertation enfance-famille d'Arthabasca. Depuis des années, je ne me risquerai pas, on a les représentants dans la salle, mais je ne me risquerai pas à savoir combien d'années. Chaque année, c'est plusieurs centaines d'enfants qui peuvent bénéficier de cette opération. On leur donne des fournitures gratuites. Et là, je vais vous remercier, vous, Monsieur le maire, ainsi que tous mes collègues élus et bien sûr la direction également de la ville. Vous avez accepté de contribuer à cette cause qui va nous permettre de remettre un sac plein de fournitures scolaires qui sera remis à un enfant de Victoriaville pour lui faire une belle rentrée scolaire. Alors un gros merci à tous mes collègues. Ça fait plaisir. Et là, ce serait le moment qu'ils viennent chercher les sacs parce qu'on les a. Donc dans cette opération, on a beaucoup de partenaires, plusieurs organismes communautaires, le centre de services scolaires. C'est des gens dévoués. Bravo. Félicitations pour l'initiative. Tenez. Vous voulez qu'on... Ça va être déséquilibré, c'est un magot. Ah, mais la ville, c'est les épaules de l'île. La ville est pleine de ah oui, bonne idée. Je l'avais retenu, celui qui est de vote. Regardez M. Parmon qui va ici. C'est pour la nouvelle. Merci. Ça allait au micro pour le faire. Donc, on vous laisserait nous dire quelques mots. Donc, bonjour, je me présente, je suis la nouvelle coordonnatrice de la table de concertation enfance-famille Arthabasca. Donc, en fait, Opération rentrée scolaire, cette action significative, elle aide vraiment les familles en situation de vulnérabilité. Et en fait, il y a un beau comité là, qui est composé de plusieurs personnes qui travaillent depuis 2020 très fort pour soutenir les familles. Dans le fond, cette action-là, elle a été reprise de la table de la pauvreté à Arthabasca. Et puis, en fait, les besoins sont toujours grandissants. Cette année, on estime 425 enfants qui vont avoir besoin de matériel, en fait, de bons d'achat pour acheter de la fourniture scolaire. Donc, ce besoin-là est toujours grandissant année après année. Et puis, sans vous, ça ne serait pas possible. On est toujours à la recherche de partenaires financiers là, pour notre belle opération rentrée scolaire. Merci. Bien. Je vais juste rajouter, c'est parfois très significatif avoir un sac à dos neuf avec du stock ou du matériel scolaire neuf. Et merci de contribuer parce que c'est une cause qui nous tient à cœur. L'éducation, c'est toujours aussi important dans une société, entre autres dans la ville de Victoriaville, mais le fait de donner
la chance un peu plus égale à de certaines familles et enfants fait souvent toute la différence. Commencer l'école avec de l'article scolaire neuf, c'est grandement apprécié. Et de cette initiative-là, bien, on a travaillé aussi, peut-être juste informer l'ensemble là, du conseil, mais on a travaillé aussi à voir, parce que la rentrée scolaire, c'est une grande dépense pour les familles, on le sait, avec le coût de plus en plus de l'augmentation le coût de la vie, mais il y a aussi, durant le reste de l'année aussi, où, à quelque part, ça peut faire la différence. Donc, de là a découlé d'autres projets par rapport aux articles scolaires, entre autres, un projet de procure, donc rendre accessible, exemple, des articles scolaires qui parfois peuvent être difficiles à se procurer parce que, tu sais, le pot de colle en début d'année, rentrée scolaire, il vaut tant, mais rendu à peu près en milieu de l'année, il est encore un peu plus cher. Et on ne voulait tout simplement pas que la question des articles scolaires soit un obstacle à toute la relation entre famille, école et communauté. Donc, on a mis ça en place, on a commencé, et c'est en train de faire porter fruit dans différentes écoles. Et il y a aussi un autre aspect qui est important, un fonds d'urgence qui a été créé. Donc, avec l'aide des gens du comité, très intéressant parce qu'on dit qu'il peut arriver toutes sortes de situations dans la vie. Donc, on a toujours une pensée, pour exemple, soit la nourriture, le logement et autres, mais aussi la question d'articles scolaires. S'il arrive, exemple, un feu ou autre, on s'est dit que ce serait le fun de se donner une occasion ou des nouvelles familles qui arrivent ici pour subito presto pour toutes sortes de raisons, mais on leur donne une occasion à ce moment-là de pouvoir aussi avoir un petit fonds. Donc, merci beaucoup de ce geste-là, est grandement apprécié, sachez. Au nom de tous les comités, mais surtout au nom des familles qui en bénéficient, des familles, mais aussi, exemple, du personnel scolaire qui aussi a la chance de pouvoir évoluer. Je tiens à vous dire merci encore pour votre contribution. Merci beaucoup. Très apprécié. Merci. Bien, merci à vous pour votre implication, puis à tous les Victoriavillois aussi qui contribuent à aider à ces initiatives-là. Merci beaucoup. Merci pour les sacs à dos. Donc, mois de juin très chargé à Victoriaville. Je vous en fais un court résumé. On a tenu notre soirée hommage aux bénévoles où on a honoré 51 bénévoles. Il y a eu le 10e anniversaire de l'Ermite qui a eu lieu. Le 50e anniversaire du restaurant Maxime aussi, tout juste à côté de l'Hôtel de Ville. 5 ans pour la nouvelle crémière Blanc-Crème. Le premier rendez-vous régional sur l'immigration qui a eu lieu au Cégep, regroupant différents partenaires pour s'assurer que l'accueil et l'intégration de nos nouveaux arrivants se fait de belle façon. Cocktail bénéfice pour notre athlète paralympique Charles Moreau qui se prépare pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024. L'Épique Coupe de feu au réservoir Baudet pour la Fondation À Notre Santé qui a à nouveau accueilli plusieurs équipes qui se sont fait une chaude lutte, incluant une équipe de la ville de Victoriaville qui a fait bonne figure. On a eu aussi le grand défi Pierre Lavoie qui était de passage à Victoriaville dans le cadre du 1000 km. On leur a réservé un bel accueil au Colisée Desjardins, le tournoi de golf de la Fondation Les Amis d'Eliott et la Classique des champions qui ont eu lieu au cours du mois également. Des travaux dans nos écoles, lancement de travaux à l'école secondaire Le Tandem le 12 juin, en plus de ceux qui sont actuellement en cours au Collège Claretin, on le sait, pour refaire la surface glacée, mais aussi entamer la construction d'un gymnase trip qui s'en vient. On a eu une belle annonce aussi en matière de mobilité durable avec Communauto qui était sur place pour récolter les préinscriptions et déjà 133 Victoriavillois ont communiqué avec Communauto pour prendre un abonnement. Donc, c'est très positif. C'est des gens qui emboîtent le pas dans le transport actif et collectif. Le département main-d'œuvre et milieu de vie de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région a aussi annoncé une première mission de recrutement à l'étranger qui se fera à l'automne prochain pour aider nos entreprises à combler leurs besoins de main-d'œuvre. Il y a eu l'inauguration du terrain de baseball Paul-Émile Michel qui a eu lieu le 15 juin en l'honneur de ce grand homme qui s'impliquait dans le secteur d'Arthabasca pour nos jeunes. Le Notos Ultra Trail du 17 juin qui a été un beau succès aussi avec plus de 600 participants d'un peu partout au Québec, voire même aux États-Unis qui ont fait la route pour venir faire la course. On a reçu aussi de la belle visite de la ministre des Affaires municipales dans le cadre d'une annonce importante sur l'habitation le 26 juin. On a eu notre premier grand spectacle de l'été avec en vedette Vincent Vallière le 23 juin pour la fête nationale et on a eu les festivités
du 1er juillet qui ont eu lieu ce week-end. Bref, le mois de juin était fort occupé à Victoriaville. Il y a encore un mois de juillet et d'août très occupé également, même si ce sera les vacances. Donc ce soir, notre dernière, comme je le mentionnais, encore plusieurs points à l'ordre du jour. Et si tous mes collègues sont à l'aise avec l'ordre du jour que nous avons, je prendrai un proposeur secondaire. Ah oui, affaires nouvelles, parfait. Donc, il y a un contrat à intervenir pour le poste de conseillère en mobilité, division transport au sein du service des infrastructures. Une offre de service reçue dans le cadre du projet de remplacement des caméras de surveillance et l'adoption du règlement 1521-2023 modifiant le règlement 1199-2017 concernant la paix, l'ordre et la sécurité publique. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Approbation des procès-verbaux des séances tenues les 5 et 19 juin 2023. Est-ce que tout était conforme? Yannick Poisson, Patrick Paulin. Dépôt des rapports, dépôt du certificat de la greffière à l'écart du second projet de résolution 379-06-23. Alors, c'est un dépôt. J'ai rien à ajouter. Proposeur secondaire ou non? Non, c'est juste un dépôt. Même chose à l'égard du règlement de zonage 15-13-2023. Ensuite, proclamation de la Journée internationale de la jeunesse. Alors, attendu que ce sera le 12 août 2023 qu'on proclamera la Journée internationale de la jeunesse qui, depuis 1999, le 12 août marque la Journée internationale de la jeunesse que le comité consultatif de la politique jeunesse demande de proclamer le 12 août comme étant la Journée internationale de la jeunesse. Cette journée est commémorée chaque année afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célèbre le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Il nous fait un immense plaisir, tous les membres du Conseil et moi, de proclamer le 12 août, Journée internationale de la jeunesse. Proposeur secondaire. Yannick Fréchette, James Casey. 5.4.1 demande à être formulée au ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant la priorisation des interventions sur le boulevard Pierre-Roux à l'intersection de la rue François-Bourgeois. Il s'agit d'autoriser la réitération de la demande adressée au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin de prioriser l'étude de sécurisation du boulevard Pierre-Roux-Est entre les boulevards Labbé-Nord et Arthabasca-Est et de prioriser également dans cette étude l'ajout de feux de circulation à l'intersection du boulevard Pierre-Roux-Est et des rues François-Bourgeois et Allard. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Donc, c'est ni plus ni moins là, que la sortie du parc industriel avec Laurent Allard, une intersection qui est assez dangereuse et où on est en pourparlers avec le ministère des Transports du Québec, mais qu'on veut accentuer la pression auprès d'eux pour être certain que ça fait partie des travaux prioritaires de leur part. Recommandation à être formulée au ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant les travaux à être réalisés sur le pont du Marché. Il s'agit d'accepter et d'appuyer la recommandation de l'équipe de projet au ministère des Transports et de la Mobilité durable en favorisant la conservation du pont du Marché. James Casey, Michael Provencher. Donc, le pont du Marché, tout près du marché public qu'on connaît, assez désuet dans son état actuel, tout de même sécuritaire, mais nécessite des travaux de réfection. Donc, c'est une résolution pour demander au ministère des Transports d'entamer la rénovation et la remise à niveau de ce pont-là. Liste des comptes pour le mois de juin 2023, totalisant 16 233 341 $. En fait, il y a un sujet... Ah, SCHL, oui. Oui. Demande d'aide à être formulée auprès de la SCHL dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Donc, il s'agit d'un financement incitatif aux administrations locales pour encourager les initiatives visant à accroître l'offre de logements et soutient l'aménagement de collectivités complètes à faible émission de carbone et résilientes au climat qui sont abordables, inclusives, équitables et diversifiées. Parfait. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Liste des comptes pour le mois de juin 2023.
Donc, c'est une liste totalisant 16 233 341,83. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 10 235 000. Il s'agit d'émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 10 235 000 qui sera réalisé le 18 juillet 2023. Marc Morin, Michael Provencher. Engagement financier dans le cadre du projet de modernisation du pavillon d'activité physique du Cégep de Victoriaville. Il s'agit d'abroger la résolution antérieure qui était passée à la séance de mai et d'accorder à la Fondation du Cégep de Victoriaville une aide au fonctionnement de 100 000 par année pour les opérations du Cégep sur 20 ans à compter de 2025, conditionnelle à la réalisation du projet de modernisation du pavillon d'activité physique du Cégep de Victoriaville pour les Jeux du Québec. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Donc, comme il a été dit, mise à niveau complète du pavillon d'activité physique, incluant une nouvelle salle multifonctionnelle accessible pour la population qui sera mise à leur disposition. Le Cégep de Victoriaville étant un partenaire important de la Ville de Victoriaville en ce qui a trait à notre entente de partenariat aussi pour l'utilisation des infrastructures sportives. Le conseil municipal et moi, on est fiers de consentir cette somme-là qui nous permettra d'avoir encore une fois des infrastructures à la fine pointe de la technologie et qui va maximiser l'utilisation qu'on peut en faire pour les Victoriavillois. Recommandation du comité LVC, sous-comité d'analyse, soutien aux partenaires concernant les demandes d'aide financière. Il s'agit d'aide octroyée pour un montant total de 31 598 $. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Subvention à être accordée dans le cadre de l'appel à projet en agriculture urbaine. Il s'agit d'approuver les demandes de subvention pour un montant de 35 600 $ pour 3 organismes, soit Parcours, Hop la Vie et l'Île des Petits Mignons. James Casey, Yannick Fréchette. Modification à être apportée au règlement d'emprunt 1437-2021 et 1465-2022. Il s'agit d'approprier une part de la TECQ pour ce projet et de prévoir une augmentation de la dépense en conséquence pour 5 307 500 au lieu de 5 043 000 $. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Mandat de service professionnel octroyé à une firme d'avocats. Il s'agit d'autoriser la dépense auprès de la firme Bélanger-Sauvé pour des dossiers du service du capital humain. Marc Morin, Yannick Fréchette. Capital humain et nomination d'une personne sur une base permanente au poste cadre de capitaine aux opérations, division formation au sein du service de sécurité incendie. Il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de M. Jean-François Bécotte à compter du 8 mai 2023. Parfait. Michael Provencher, James Casey. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste de contremaître division Espace Vert au sein du service des travaux publics. Il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de M. Guillaume Fournier à compter du 9 juillet 2023. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste directeur au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Il s'agit de procéder à la nomination de M. Jean-François Béliveau sur une base permanente à compter du 10 juillet 2023. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste chef de division culture et vie communautaire au sein du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de Mme Émilie Hogg à compter du 6 août 2023. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste chef de division loisirs, sport et événements au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de M. Jean-Philippe Grenier à compter du 6 août 2023. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste cadre procureur municipal civil et pénal, division contentieux au sein du service juridique. Il
Il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de Maître Meggy Côté à compter du 7 août 2023. Michael Provencher, Chantal Moreau. Lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Victoriaville. Il s'agit de lettre d'entente concernant l'horaire des concierges, du préposé au contrôle et à la qualité de l'eau et des préposés à l'entretien des arénas et des piscines travaillant au pavillon Jean Béliveau, ainsi que les horaires des inspecteurs en bâtiment. Alexandre Côté, Patrick Paulin. Adoption du règlement 1523-2023 modifiant le règlement 1111-2015 décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Victoriaville. Il s'agit de modifications liées à des tarifs pour la sécurité, incendie et le service des travaux publics. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Adoption du règlement 1524-2023 modifiant le règlement 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers. Il s'agit d'une modification réglementaire pour ajouter la rue partagée sur la rue Saint-Joseph, les différents passages piétons, soit sur la rue Olivier face au 7 rue Olivier, le 108 rue de l'Ermitage entre les rues du Manège et Saint-Augustin, ainsi que la limite de vitesse à 20 km/h sur la rue Saint-Joseph et décréter un sens unique sur une partie de la rue Olivier depuis la rue Saint-Jean-Baptiste vers la rue Notre-Dame-Est. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Adoption du règlement 1526-2023 modifiant le règlement 1258-2018 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et d'accorder des contrats en conséquence au nom de la municipalité. Il s'agit d'une modification visant à accorder à la trésorière le pouvoir d'octroyer une subvention à Innov Habitat Victo dans le cadre de sa mission de fournir du logement abordable. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Nous arrivons dans la section sur les dérogations mineures. Est-ce que des gens dans la salle sont présents pour les dérogations mineures? Oui. Est-ce que vous voulez venir au micro? Pas nécessairement de questions, par exemple. C'est pour quelle adresse? 310 rue Cartier, Éric Lanès. Est-ce que vous avez des commentaires à formuler concernant... Vous êtes un voisin? Non, c'est directement chez nous. Ah, c'est chez vous? C'est juste de voir si tout était correct, si vous aviez des questions ou répondre à vos questions. Je n'ai pas aucune objection. Bon, ben je veux juste avoir un oui comme réponse, puis je vais être bien content. C'est parfait. Il n'y a personne d'autre dans la salle pour les dérogations mineures? Donc, on va les adopter en bloc, M. le maire, si ça vous va. Parfait. Donc, pour l'immeuble situé au 386 rue Notre-Dame-Ouest, il s'agit d'accepter la dérogation mineure conditionnellement à ce que les plantations prévues au plan d'implantation soient aménagées et à la plantation d'un arbre à grand déploiement à proximité de l'aire de stationnement en respect des bonnes pratiques de plantation. Pour le 310 rue Cartier, il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que la maison existante du 310 rue Cartier soit raccordée au réseau d'égouts. Et le 11 rue Gaudet, d'accorder les dérogations mineures conditionnellement à ce que la haie existante soit maintenue, entretenue et au besoin remplacée. Merci. Michael Provencher, Chantal Moreau, ça répondait à votre question? Parfait. Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avon des demandes de 93 39 40 96 Québec Inc. pour le 674 boulevard des Bois-Francs-Sud, de M. Kevin Caron pour le 501 boulevard des Bois-Francs-Sud, Richard Marcotte pour le 32 rue Laurier-Ouest, de 84 97 91 5 Canada Inc. pour le 230 boulevard des Bois-Francs-Sud, de gestion Maxime Luneau pour le 127, 139 et 145 rue Arsène, de M. Jason Babin et Mme Caroline Jutras pour le 729 boulevard des Bois-Francs-Sud, de gestion J.D. Desrochers pour le 215 rue Notre-Dame-Ouest, de 29 45 63 16 Québec Inc. pour le 64 rue de la Mère Simon, de M. Éric Lénès pour le 310 rue Cartier et de la Ville de Victoriaville pour le 1 rue Notre-Dame-Ouest. Michael Provencher, James Casey. Projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Il
s'agit d'un projet de lotissement sur lequel sera construite une habitation multifamiliale de 3 étages comportant 8 logements. La consultation publique aura lieu le 14 août 2023 à 17 h. Yannick Poisson, Caroline Pilon. Commission de protection du territoire, il n'y avait rien. Règlement d'urbanisme. Donc, il s'agit d'une modification, adoption du règlement 1520-2023 modifiant divers règlements afin d'uniformiser la technologie de fonctionnaires désignés. Marc Morin, Yannick Fréchette. Adoption du règlement 1525-2025. Il s'agit d'une modification visant à définir le programme particulier d'urbanisme du secteur Notre-Dame-Ouest et à modifier la carte numéro 20 intitulée « Grandes affectations du territoire victoriavillois ». Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Affaires juridiques, entente de financement intervenir dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement. Il s'agit d'autoriser la greffière à signer l'entente de financement à intervenir entre la SHQ et la Ville de Victoriaville dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement volet 1. Michael Provencher, Marc Morin. Entente de financement à intervenir dans le cadre du programme d'hébergement temporaire volet 2. Donc, c'est la même chose, mais volet 2. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Entente de service aux personnes sinistrées à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Donc, la Ville de Victoriaville s'engage à verser une contribution financière annuelle par capita pour la durée de l'entente, soit jusqu'au 22 août 2025, comme suit. Pour 2023-2024, à 20 sous par capita. 2024-2025, 20 sous également. Et 2025-2026 à 21 sous par capita. James Casey, Yannick Fréchette. Renouvellement du protocole d'entente avec les Tigres de Victoriaville. Il s'agit d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et les Tigres concernant l'usage du Colisée Desjardins pour la période se terminant le 31 mai 2030 et aux conditions énoncées audit protocole d'entente, celui-ci remplaçant le protocole existant entre les parties échu depuis le 31 mai 2023. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Engagement à mettre fin à une amphithéose et établissement d'une propriété superficiaire. Il s'agit d'une modification quant au véhicule juridique utilisé, soit de changer d'une amphithéose vers une propriété superficiaire pour le hangar de Air Cascade. Michael Provencher, Chantal Moreau. Entente à intervenir relativement à un projet pilote sur l'utilisation du vélo-partage. Il s'agit d'accepter l'entente relative à un projet pilote sur le territoire de la Ville de Victoriaville avec l'entreprise District Distribution. Parfait. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Levée de servitude à intervenir sur l'immeuble situé au numéro 130 rue Notre-Dame-Est. Il s'agit d'une servitude de passage en faveur de la Ville de Victoriaville qui avait été consentie au 130 Notre-Dame-Est afin de permettre le passage à pied du stationnement de Bigarré à la rue Notre-Dame-Est à l'intérieur du mail. Parfait. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Projet d'acte de vente à intervenir concernant l'immeuble situé au 103 rue Laurier-Ouest. Il s'agit d'un acte de vente résultant d'une vente pour taxes impayées faite par la Ville de Victoriaville en mars 2022. La Ville a l'obligation d'accorder un acte de vente à l'adjudicataire si les taxes sont payées et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis la vente pour taxes. Parfait. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Contrat à intervenir pour le poste de conseillère en mobilité, division transport au sein du service des infrastructures. Il s'agit d'autoriser la directrice du capital humain à signer le contrat à intervenir entre la Ville de Victoriaville et Mme Annie Ruellard sur une base contractuelle. Michael Provencher, James Casey. Offre de services reçus dans le cadre du projet de protection et de surveillance des infrastructures essentielles. Donc, il s'agit d'octroyer un contrat à Alarme Boisfranc pour un montant de 61 000 taxes non incluses. Marc Morin, Yannick Fréchette,
adoption du règlement 1521-2023 sur la paix, l'ordre et la sécurité publique. Il s'agit de modifier le règlement de manière à modifier les articles concernant la consommation d'alcool dans les endroits publics afin d'autoriser la consommation dans les parcs avec un repas jusqu'à 20h30. Patrick Paulin, Alexandre Côté. On invite donc les Victoriavillois à profiter de nos beaux parcs et espaces verts pour faire des pique-niques, des rassemblements en famille. Il sera maintenant permis de consommer de l'alcool, si vous avez avec vous de la nourriture, bien entendu, jusqu'à 8h30. Ce serait la fin de nos points à l'ordre du jour. Oui. Intervention des conseillers. Patrick Paulin. Oui, Monsieur le maire, merci. On est dans la dernière ligne droite. Donc, les bonnes nouvelles. On est le 3 juillet, donc on vient de finir de passer à travers la crise du logement, la crise du 1er juillet, et j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous. Vous le savez, en 2022, la ville de Victoriaville a mis le service d'aide à la recherche de logement pour ses citoyens. En 2022, malgré ce service, on avait 19 ménages qu'on avait été obligés d'héberger d'urgence de manière temporaire le 1er juillet, donc dans les hôtels au centre 955. Cette année, grâce au travail qu'ont fait nos équipes de janvier jusqu'au 1er juillet, nous n'avons aucune personne à Victoriaville qui a été obligée d'être hébergée d'urgence temporairement. Alors, si cette bonne nouvelle peut paraître rassurante, il n'en est rien quand même. La crise du logement continue à perdurer à Victoriaville. À date, dans les 6 derniers mois, ce sont 145 ménages qu'on a accompagnés dans la recherche de logement. On a également 11 ménages actuellement qui sont en plan B, qu'on appelle. Donc, ce sont des solutions d'hébergement auprès de leur réseau, la famille, les amis. Donc, on les accompagne et ça nous laisse un petit peu de temps pour leur trouver un logement qui corresponde à leurs besoins et qui soit abordable. Je voudrais en profiter pour remercier toute l'équipe de l'Office d'habitation de Victoriaville qui est sur un pied de guerre depuis des années maintenant avec ces crises de logement successives, et notamment Maryse qui chapeaute le service de recherche de logement. Grâce à leur travail, leur persévérance, cette année, malgré un contexte particulièrement difficile en logement à Victoriaville, on a évité le pire et Victoriaville se démarque par rapport à l'ensemble des municipalités du Québec. Vous savez, la pénurie de logement est aggravée également par l'augmentation des loyers. Un récent rapport de la SCHL et de l'IRIS la semaine dernière faisait apparaître que quand il y a un changement de locataire, le coût du loyer pour le même appartement augmente de 19 %. Ça, c'est en plus de l'inflation qu'on connaît sur les biens et services de consommation courante. Donc, en intervenant, en aidant nos locataires, on évite leur appauvrissement et on va enfin avoir une situation qui s'améliore, notamment avec notre organisme Innov Habitat Victo, qui va créer du logement abordable et le pérenniser. Donc c'est une bonne nouvelle, mais avec une demi-teinte, il faut rester encore très vigilant et à l'affût pour nos personnes qui se retrouvent dans des contextes un petit peu plus défavorables. Merci, Patrick. Nous en serions rendus à la période de questions. Donc, des questions en ligne? Oui, absolument, Madame la greffière. Donc, une question de Madame Laurence Marois de Victoriaville. Considérant le financement annoncé de plus de 750 000 $ grâce au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière 2022-2023, j'aimerais savoir qu'est-ce qui sera fait afin de régler le problème de la sécurité pour les cyclistes. Est-ce que la Ville de Victoriaville va agir afin de sensibiliser la population à la sécurité des piétons et des cyclistes afin d'encourager le déplacement éco-responsable en assurant la sécurité des citoyens et des citoyennes? Parfait. Merci beaucoup pour la question. La subvention de 750 000 qu'on a eue sert entre autres à sécuriser certaines de nos intersections, là. On parle notamment d'un trottoir qui a été aménagé le long de la rue de la Grande Place. Même chose sur la rue des Lilas, aux intersections de la rue Campagna. Donc, il est clair que la sécurité des piétons est une priorité. Pour ce qui est de la sensibilisation, on a aussi 2 nouveaux postes, là. Un qui est à pourvoir en communication, qui va s'attaquer, entre autres, à la mobilité durable pour être certain de bien communiquer nos initiatives auprès des citoyens. Puis un autre qu'on vient
qu'on vient d'entériner tout juste ce soir là, pour un poste en mobilité durable. Donc, bien entendu qu'on va poursuivre nos initiatives dans ce sens-là pour assurer une cohabitation, sécuriser notre réseau, puis bien communiquer aussi pour sensibiliser face aux citoyens. Merci beaucoup, M. le maire. On poursuit avec une question de M. Jean Mercier, toujours de Victoriaville. Considérant le manque d'informations probant à Victoriaville, serait-il possible de tenir une séance d'information citoyenne concernant le projet d'implantation des éoliennes, comme l'a fait quelques municipalités de la MRC? Considérant la forte non-acceptabilité sociale du projet, pouvez-vous, s'il vous plaît, tenir un référendum à ce sujet? Bon, il n'y aura pas de référendum du côté de Victoriaville en lien avec le projet éolien, compte tenu que c'est un projet qui a été accepté par les collègues du Conseil et qui a passé toutes les étapes du processus de changement réglementaire là, au début de la nouvelle année. Cela dit, il y a eu quand même plusieurs séances d'information qui se sont tenues un peu partout sur le territoire de la MRC d'Arthabasca depuis l'été dernier pour présenter le projet. Puis il y a eu ici même à Victoriaville des soirées d'information qui ont été tenues dans le cadre du processus de changement réglementaire. On poursuit avec une question de Mme Joanne Paris. Au Mont-Arthabasca, dans le stationnement Giroir, il serait adéquat d'installer un endroit pour objets perdus, car présentement, nous retrouvons un peu partout des objets aux vêtements. Je crois que l'endroit idéal serait à l'intérieur de l'installation où se situe la table de pique-nique. OK. Oui, c'est une bonne suggestion. Là, on va regarder avec nos équipes, entre autres au loisir, là, voir s'il n'y aurait pas lieu d'avoir un emplacement pour récupérer les objets perdus, à moins qu'il existe déjà quelque chose. Là. Si c'est le cas, on va communiquer avec elle pour l'en aviser. Parfait. 2 dernières questions, cette fois-ci de M. Jean-Marc Fréchette. Je vais avec la première. Dans une publication parue le 29 juin dernier, l'Institut de recherche et d'information socio-économique faisait la démonstration que la construction de nouveaux logements ne constitue pas une solution viable à la crise du logement. C'est dans cet esprit qu'une quinzaine de maires et mairesses de partout au Québec ont signé la semaine dernière une lettre ouverte réclamant la création d'un registre national des loyers. Pourquoi cette lettre ouverte n'a-t-elle pas été signée par le maire de Victoriaville? Bon, en fait, au lieu de signer une lettre ouverte, on a plusieurs initiatives qui sont déjà en marche à Victoriaville, notamment pour créer du logement, quel qu'il soit. Il y a différentes écoles de pensée par rapport à ça. Moi, je crois que plus il y aura de logements disponibles, ça va avoir un impact sur l'offre et la demande et qu'inévitablement, ça va avoir un impact sur les prix en se régulant par soi-même avec le libre marché. Mais il y a également des actions très concrètes que l'on a prises avec la Ville pour sécuriser du logement abordable en créant, entre autres, un organisme proprement dédié à l'acquisition et à la conversion de logements au niveau abordable. L'OBNL a tenu plusieurs rencontres déjà, puis s'apprête à faire ses premières acquisitions. Donc, à ce titre, je suis pleinement satisfait des initiatives mises en place par la municipalité, mais il n'en demeure pas moins que c'est un enjeu encore criant aujourd'hui sur lequel on travaille excessivement fort. La deuxième question de M. Fréchette. La Ville de Victoriaville souhaite alléger la réglementation en augmentant le nombre d'étages et de logements pouvant y être construits. Monsieur fait référence au règlement de zonage numéro 1513A-2023. Considérant que le développement urbain de la zone H076 ne répond pas aux objectifs municipaux en matière de densification, que cela nuirait à la qualité de vie de ses citoyens, à la biodiversité ainsi qu'à l'image de la Ville, qui souhaite se positionner comme un leader en développement durable, seriez-vous prêt à poser un geste fort et à vous engager à conserver l'intégralité de ce territoire en y créant une réserve naturelle municipale? Pour faire un retour en lien avec ce dossier-là de façon plus spécifique, là, en effet, c'est une zone où il y a eu tout récemment un projet de changement de règlement de zonage.
Puis, il y a eu toutes sortes d'informations à l'effet que ça pourrait toucher là, le boisé des Frères Sacré-Cœur qu'on connaît, puis une zone humide derrière le centre communautaire. D'entrée de jeu, c'était aucunement notre intention d'aller permettre le développement sur ces terrains-là. On regarde même actuellement avec nos équipes à la ville de quelle façon est-ce qu'on pourrait protéger de façon plus sévère ces terrains. Mais le terrain qui était, ou du moins l'emplacement qui était regardé pour permettre du logement à terme, c'est un terrain qui est actuellement occupé par une carrière. Là. Donc, c'était tout simplement à terme de pouvoir potentiellement construire des logements sur un site qui est exploité en ce moment comme une sablière, une carrière. Donc, on va revenir auprès de la population en temps et lieu là, dans ce secteur-là de façon plus précise, d'une part pour bien expliquer la protection des boisés, des lieux naturels dans ce secteur-là et de bien expliquer là où il pourrait y avoir du développement domiciliaire. C'est la dernière question pour ce soir en ligne. Jean, dans la salle, oui. Rosanne. Donc, pour les questions en présence, Mme Jenny Guillemette. Bonsoir. Je m'appelle Jenny Guillemette. Je suis citoyenne de Victoriaville. Donc, nous, ici, dans la région, on est fiers de dire que notre région est le berceau du développement durable. J'ai ici un article de la presse canadienne, publié le 22 novembre 2022, basé sur une étude de Recyc Québec, qui indique que, en fait, actuellement, au Québec, les pales des éoliennes se dirigent en fin de vie dans les sites d'enfouissement. Parce que les pales d'éoliennes sont faites soit de fibres de verre ou de fibres de carbone avec de l'époxy. Donc, elles sont non recyclables. Je me demande, en fait, de quelle façon ces informations-là, si elles étaient diffusées à la grandeur de la population, de quelle façon croyez-vous que ces informations-là pourraient avoir un impact sur l'opinion publique ou sur l'acceptabilité sociale face au projet des éoliennes? Parfait. Nous, on a fait des vérifications là, parce que c'est en effet une question qui nous préoccupait, là, à savoir la récupération des pales. On a eu certitude de l'entreprise Boralex, qui est l'entreprise qui regarde un projet pour notre territoire, que l'entièreté des matières d'une éolienne était récupérée. Et au-delà de ça, comme leader du développement durable, on veut aussi voir quels seront potentiellement les nouvelles débouchés. On parle souvent d'économie circulaire. Puis il faut dire que les éoliennes seraient construites dans 4-5 ans, là, qui serait la fin du projet de construction sur notre territoire. Puis c'est un projet pour 30 ans de longévité. Donc, c'est comme dans 35 ans qu'on serait rendu chez nous à démanteler les éoliennes. Ça, c'est s'il n'y a pas une reconduction des projets éoliens pour un autre 30 ans. Donc, ça nous donne encore aussi 35 autres années pour voir qu'est-ce qu'on peut faire encore plus, des récupérer, comment on peut les réutiliser puis les reconvertir. Donc, à la lumière de ces informations-là qu'on avait, on était pleinement satisfait des réponses et confiant d'appuyer le projet. OK. Mais en fait, on n'a pas 35 ans parce qu'en fait, c'est au moment de la conception des parties de l'éolienne qu'il faut déjà penser à ce qui va pouvoir être fait avec à la fin quand on voudra le recycler. Puis on s'entend que 35 ans, pour nous, ça peut paraître loin, mais c'est demain matin pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est vraiment quelque chose qui est important. Puis, en fait, ce serait vraiment important de s'assurer que Boralex s'engage à fournir des éoliennes qui sont entièrement recyclables parce que présentement, toujours selon l'article dans la presse canadienne, ici au Québec, il n'existe pas d'incitatif pour les fabricants ou d'obligation de recyclabilité poussant les fabricants à éco-concevoir les composantes éoliennes. Donc, en fait, pour le moment, ils n'ont aucune obligation ici au Québec. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important, qui est primordial pour l'avenir de la municipalité, de la MRC, pour nos enfants, pour nos petits-enfants.
Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir une réponse sûre. Et j'aimerais que cette réponse-là soit diffusée aussi largement que toutes les vérités sur les éoliennes qui sont publiées dans des annonces sponsorisées sur Facebook, dans des journaux, dans des doubles pages centrales et dans les annonces radio. En fait, on met beaucoup d'efforts pour vanter les vertus du projet éolien, sauf qu'on dirait qu'on montre seulement un côté de la médaille. On ne montre pas l'ensemble du portrait sur ce quoi ça implique des éoliennes. Je n'ai pas vraiment de questions pour la suite. Parfait. Joanne Allard. Bonsoir tout le monde. Joanne Allard, citoyenne de Victoriaville. Ben moi, je voulais revenir, je voulais faire un petit retour sur la séance municipale du 5 juin. J'étais pas là, j'ai utilisé le fameux système en ligne. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Moi, j'ai tapé mes affaires à l'ordi, puis à un moment donné, oups, ça a parti. Fait que ça a fini, pas tout à fait comme je voulais, mais quand on utilise ce système-là, on ne sait pas combien qu'on a droit de mots, on ne voit pas l'entièreté du texte, on voit des petits bouts, puis à un moment donné, en tout cas, je ne sais pas ce que j'ai accroché, je pourrais le faire la même erreur, j'ai aucune idée, mais mon document, ce que je voulais envoyer était parti, mais c'était quand même, quand je l'ai entendu à la télé, c'était pas si pire. Donc, je voulais vous remercier, parce que c'est ça, ça m'a permis, même si je ne pouvais pas être là, d'envoyer un message. Mais, en tout cas, moi, je vais perfectionner mon style. Je vais l'écrire à la main avant, puis je le recopierai. Un bon porte-parole, c'est ce que vous... Oui, vraiment une belle job. Donc, cette intervention-là, elle touchait le volet financier pour la municipalité et la MRC. OK? Donc, c'est quoi l'argent qu'on va investir comme municipalité puis comme MRC dans le projet? Puis s'il arrive, quand on est un groupe financier, si on fait faillite, d'habitude, quand on fait partie des promoteurs, on a une espèce de responsabilité sociale. Ça va être quoi l'apport qu'il faudrait payer s'il y a faillite? Dire qu'il n'y en aura pas, je trouve ça le fun. J'aimerais ça, mais on ne sait jamais. Puis, si on regarde du côté des gaz de schiste, là, les compagnies se forment puis se déforment facilement. Peut-être que c'est pas même des éoliennes, mais permettez-moi d'en douter. Donc, là, c'est ça dont je voulais avoir l'information, parce que c'est bien beau d'avoir... On parle beaucoup d'une manne financière, de retombées économiques, mais jamais on sait, comme citoyen, c'est quoi que ça va me coûter, moi, au final. Si le projet va moins bien que prévu, est-ce que mon compte de taxes augmentera pour aider la MRC à payer ce projet-là? Donc, qui paiera aussi pour les dommages matériels? Parce que quand on transporte des éoliennes, moi, j'en ai vu souvent sur la route, là, il y a un petit camion en avant, un petit camion en arrière, mettez-en, là. Puis c'est pesant, c'est lourd, ça brise les routes. Mais finalement, ça n'a pas l'air de compter nulle part. Donc, qui c'est qui va payer pour ça? Les dommages environnementaux, les routes qui sont défoncées, c'est peut-être pas juste les éoliennes, mais en tout cas, ça arrive. Et les dommages collatéraux, mais également les problèmes que ça crée lors du démantèlement. Et là, nos mastodontes, là, on ne parle pas d'éoliennes ordinaires, on parle de mastodontes de 625 pieds de hauteur. Et là, monsieur le maire, j'ai un petit commentaire à vous faire, parce que savez-vous que c'est bien gênant de venir ici. Tu sais, vous autres, vous êtes peut-être habitués, là, mais moi, là, j'ai un gros moton, là. Bien, monsieur le maire, vous avez formulé comme commentaire à mon intervention, c'est un petit peu un jugement, sans que vous sachiez réellement mon but. Vous avez débuté votre intervention en disant « Je comprends avec les mots utilisés que la question ne vient pas d'une personne qui est en faveur des éoliennes. » C'est ce que vous avez dit pour commencer votre intervention. Donc, qu'est-ce qui vous dit que je suis contre les éoliennes? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous dit que je suis pour? Je ne sais pas. Et si les questions que j'ai posées étaient simplement justifiées et nécessitaient une réponse, car nous serons toutes et tous concernés par ce projet, financièrement, mais aussi dans notre quotidien, notamment d'automobilistes. Quand on va avoir 60 bétonnières en arrière une de l'autre pour aller mettre du ciment, peut-être que je vais attendre une demi-heure, 3/4 d'heure dans mon char si je suis chanceuse. OK? Excusez-moi, madame, est-ce que vous avez une question? OK. Donc, comment croyez-vous obtenir l'acceptabilité sociale si vous ne faites pas de réunion publique? Parce que là, finalement, moi, en tout cas, je suis bien déconnectée, je n'ai rien vu passer. Nous avons besoin de connaître la situation qui sera vécue par l'ensemble des partenaires.
dont les citoyens sont les plus nombreux. Parce que c'est nous autres, quand même, Victo, qui est la plus grosse ville de la gang. Donc, puis moi, j'ai l'impression, avec l'information que je reçois, que, premièrement, il y aurait les retombées économiques. Deuxièmement, il y a le bruit. Troisièmement, l'objectif de 0 perte nette de surface agricole. Bien, moi, si tu prends 35 hectares des éoliennes, même que tu me diras que tu vas remplacer ça par 3-4 brindilles quelque part, ça compte pas pour moi. Moi, je me dis, on a perdu 35 hectares de terres agricoles. Puis comment on peut qualifier ce projet-là de vert avec tout ce que ça demande, le ciment, les bétonnières, les matériaux, tout ça? En tout cas, j'ai bien de la misère avec ça. Fait que donc, ça, c'est dans mes affaires à moi, c'est aussi de dire, comme citoyen, on a le droit de venir vous poser des questions, mais s'il vous plaît, ne les jugez pas si vous ne voulez pas qu'on juge les votes. Bon, pas de problème. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions, là, parce qu'il y en a plusieurs. Bon, le projet, si on le regarde sur un point de vue économique, puisque c'est votre première question, là, à savoir comment ça va être payé, tout ça. Bon, on parle à base d'un projet entre 240 et 300 millions de retombées économiques locales. Ça, c'était pour le projet de 400 mégawatts. Là, on a vu avec les derniers rebondissements que Warwick et Saint-Albert, ne faisant pas partie du projet, ça réduit considérablement le nombre de mégawatts qu'on peut produire. Donc, on parle plus d'un projet de 200 mégawatts. Le projet initial de 400, c'est un projet... Puis là, on n'a pas les chiffres finaux, là, ça se travaille jusqu'au dépôt du projet à l'automne. C'est un projet de quasiment 1 milliard là, en construction. Aujourd'hui, on parle de la moitié de ça, donc potentiellement 500 millions. À ce 500 millions-là, la MRC d'Arthabasca veut être partenaire avec Boralex pour faire le dépôt à Hydro-Québec. C'est donc dire que si on prend le 50-50 de 500, c'est 250 millions pour lesquels la MRC se porte garant, en quelque sorte, comme partie financière dans le projet. Cela étant dit, un peu comme quand on achète une maison, on ne doit pas décaisser le 250 millions. On parle potentiellement d'un 10 que la MRC devrait mettre dans le projet. Donc, 250 millions, 10 25 millions. Ce 25 millions-là, qui serait décaissé ou engagé par la MRC d'Arthabasca, est garanti par le ministère des Affaires municipales, chose que habituellement on n'a pas comme garantie, mais compte tenu que le donneur d'ordre, c'est Hydro-Québec et que ces projets-là, c'est des projets où on s'entend sur un montant qu'on va recevoir sur une période de 30 ans, le ministère des Affaires municipales accepte de financer entièrement ces projets-là, ce qui nous évite d'aller en quote-part des municipalités ou en paiement supplémentaire des contribuables. C'est pourquoi, quand on présente le projet sur un point de vue économique, en termes de retombées potentielles et d'engagement de nos citoyens, c'est comme la décision est facile à prendre, là. Puis c'est le passé qui nous permet d'avoir ces ententes-là avec le ministère des Affaires municipales et avec Hydro-Québec, parce que c'est des projets qui ont été jugés par le gouvernement comme des projets porteurs pour les municipalités qui s'y intègrent, et la participation municipale ou régionale compte pour beaucoup dans le projet. En fait, l'entreprise qui dépose a des points supplémentaires si elle s'est associée avec le milieu. Puis comme ville, bien, on est souvent en train de dire qu'on a plus de responsabilités puis qu'on veut plus de revenus pour nous aider à construire nos centres communautaires, à asphalter nos rues, à desservir des quartiers, à aménager nos parcs. Bien, indirectement, le gouvernement, ce qu'il vient dire, c'est associez-vous dans des projets comme ceux-là et vous allez avoir des sommes qui vont vous être distribuées indirectement. Donc ça, c'est le volet financier. Ensuite, pour toutes les questions en lien avec les dédommagements pour les sentiers qui vont être construits sur certaines terres agricoles ou tout bris qui pourrait être créé en cours de construction, c'est clairement écrit dans le devis d'Hydro-Québec pour lequel l'entreprise qui dépose doit consentir que tout bris, tout réaménagement doit être remis à neuf. Puis pour avoir parlé avec d'autres régions où ils ont eu des projets éoliens, même où il y a eu des empiètements sur des terres agricoles, les gens concernés, les maires concernés,
citoyens agriculteurs s'entendent tous pour dire que oui, pendant la période de construction, c'est certain il y a du va-et-vient, puis ça va créer son lot de dérangements potentiellement. Mais une fois le projet terminé, la remise à niveau est impeccable et voire même souvent mieux qu'elle l'était auparavant. C'est le cas pour les routes, c'est le cas pour les sentiers qui sont faits chez les agriculteurs. Donc, à ce niveau-là, vérification faite, il n'y a pas de côté négatif, bien au contraire. Cela étant dit, est-ce qu'il y a des perceptions, comme vous pouvez avoir, que ça va se briser? Peut-être. Si vous avez des exemples, vous pouvez les partager. Mais nous, avec les nouvelles règles qui sont toujours de plus en plus sévères de fois en fois, là, les projets qui voient le jour aujourd'hui, ce n'est pas les projets de v'là 15 ans. Ce n'est pas les mêmes technologies non plus. Puis pour tout ce qui est de la santé, des effets sur la santé de la population, des animaux, des effets sociaux, etc., il faut se rappeler que les projets éoliens, une fois qu'ils vont être déposés et retenus par Hydro-Québec, ils vont passer par les mailles du filet d'un BAP, d'un bureau d'audience publique en environnement. Puis ça, là, c'est les mêmes bureaux d'audience publique que certains jugent parfois trop sévères pour protéger une espèce ou pour développer un secteur. Ces mêmes règles-là vont s'appliquer pour le projet éolien. Au Québec, il y en a eu des vingtaines de BAP qui ont eu lieu en ce moment. Puis à tous les niveaux, puis ça, c'est le gouvernement, puis c'est les scientifiques là, qui font ces analyses-là, bien, il a été jugé que les impacts sur la santé animale, sur la santé de la population, sur les dérangements sociaux n'étaient pas considérables pour freiner les projets. Donc, avec toute ça, cette information-là en main, c'est avec ça en tête que la MRC d'Arthabasca a décidé d'aller de l'avant avec le projet éolien et que ça en est suivi notre changement de réglementation à Victoriaville pour le permettre sur une partie de la municipalité. Mais si vous regardez ce qui s'est passé dans l'érable, le BAP a dit que c'était pas correct, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas saines et tout ça, mais le gouvernement du Québec a passé outre les recommandations du BAP. Fait que quand vous venez me dire qu'il y a le BAP et on est bien protégé, je vous dirais que je me sens pas protégée tellement à cause de ça. Puis je trouve que c'est aussi d'en remettre beaucoup en disant, bien, c'est le gouvernement qui va payer, mais dans le fond, que je paye par la MRC ou que je paye par le gouvernement du Québec qui va me taxer parce que ça marche pas, ou par Hydro-Québec qui va augmenter les tarifs, moi, comme citoyen, je vais payer la facture de toute façon. Fait que c'est un peu ça que je trouve que quand vous me dites ça, bien, ça me rassure, oui et non. C'est juste qu'au lieu de prendre ça dans la poche, l'envoyer à MRC ou bien pour envoyer à la ville, je vais peut-être bien le prendre dans mes poches, l'envoyer à Hydro-Québec ou bien au gouvernement. Fait que je trouve pas ça je comprends votre réflexion. Puis par rapport au projet de l'érable, c'est pourquoi j'expliquais, tu sais, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts entre les premiers projets qui ont vu le jour il y a plusieurs années puis aujourd'hui. Il y a certaines choses qui ont changé très clairement. Aujourd'hui, pour l'acceptabilité sociale puis le dépôt des projets, ça nécessite les résolutions d'appui, les règlements en vigueur dans toutes les municipalités qui vont recevoir le projet, ce qui n'était potentiellement pas le cas à l'époque. Puis, en ce qui a trait la contribution financière que vous dites, c'est une poche ou l'autre, bien, tu sais, ces projets-là, ils existent. Pas nous qui avons dicté la stratégie gouvernementale en lien avec la transition énergétique. Puis, ben nous, on a décidé d'embarquer dans le train qui passe, puis de voir à contribuer comme région à cette transition énergétique-là qu'on considère importante et nécessaire, parce qu'on fait toute l'analyse de nos biens de consommation aujourd'hui, puis les besoins en électricité sont en constante croissance. Puis là, ben on a une opportunité comme région qui est axé sur le développement durable, de contribuer à un projet d'énergie renouvelable, puis qu'en plus, bien, va nous assurer des retombées économiques. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on l'a analysé puis qu'on a décidé de l'appuyer. Donc, M. Yvon Côté. Moi, c'est Yvon Côté. C'est concernant une plainte que j'ai faite pour un voisin, un traîneux. Puis ça bouge pas. J'ai pas vu de changement depuis ce temps-là. Je ne sais pas s'il est propriétaire ou locataire. Puis ça avance pas. Ça fait 2 fois pour moi locataire qui va là, puis ça traîne de plus en plus, puis il n'y a rien qui change. OK.
pour éviter que vous dites l'adresse là, publiquement, là, ce que je vous suggère, c'est d'aller voir mon collègue Benoît ou Maxime. Là. Donnez-leur l'adresse puis un Dans ma plainte, elle est faite, l'adresse. Parfait. Mais juste en redonnant le dossier, ça va permettre de retourner le... Moi, ma conseillère, c'est Caroline. Parfait. Puis j'ai tout... Non, mais on va assurer le suivi, soyez sans crainte. Parfois, tu sais, là, puis là, je suis pas au courant du dossier de façon précise, là, mais parfois, si on fait juste les avis, si jamais il y a un problème de stockage compulsif ou d'amassage souvent, l'avis n'aura aucun impact. Puis là, on a des protocoles pour aller intervenir sur place aussi. Moi, je reste dans le domaine colonial, hein, puis c'est propre. Oui. Puis j'aimerais bien que mon voisin se ramasse. On va s'arranger pour que ça le soit. Sans faute. Donnez-nous l'adresse, puis on va faire le suivi, puis on va vous revenir aussi une fois que l'intervention aura été faite. OK. Et par rapport au monde qui arrose, hein, vous n'avez pas de solution à ça? Vous voulez dire? Bien, il y a des villes qui ont si tu n'as pas le gun dans les mains là, pour arroser, puis il passe quelqu'un, une amende. Oui. J'en connais qui ont payé 500 pièces dans le bout de Gatineau. Oui. Bien, on n'a pas statué sur l'interdiction de l'arrosage automatique. Là. À Victoriaville, c'est permis. C'est des discussions qu'on a souvent dans notre comité environnement, savoir si ça devrait le devenir ou pas. Pour le moment, on a opté pour la sensibilisation d'une part, puis de l'interdiction une journée sur 2. Donc, c'est pas permis d'arroser comme on le souhaite quand on veut. Ouais. Il y a aussi une escouade bleue qui se promène l'été dans un quartier pour soit émettre des contraventions ou faire de la sensibilisation. Mais c'est des choses qu'on regarde un peu partout aussi. Puis vous faites il y a des grosses maisons qui se construisent, là, puis ils installent tout de suite des gicleurs, puis tout ça. C'est quoi l'affaire, là? Ben, écoutez, pas de loi pour interdire les gicleurs? Puis non, on aurait le droit. Il s'agirait de changer le règlement, chose qu'on regarde, qu'on analyse, mais qu'on a décidé de ne pas faire pour le moment. Nous autres, les vieux, là, on ménage pour les jeunes, puis les jeunes, nous autres, ils arrosent, puis quand on voit pendant des heures de temps. Ouais, faudrait pas généraliser avec l'âge, mais je comprends votre point de vue, puis sachez que c'en est un qu'on partage, puis qu'on regarde de quelle façon on devrait lui poser des compteurs d'eau. Ah oui, mais ça fait aussi partie des solutions envisagées, les compteurs d'eau. Mais tu sais, en même temps, il y a des municipalités qui l'ont fait, qui le regrettent, qui sont revenus en arrière. Il y a d'autres qui le font. Nous, on a commencé à l'implanter, les compteurs d'eau, avec les industries, les commerces, les institutions. Okay. Ça fait quelques années que c'est en cours, mais tu sais, même si c'est des projets qui prennent quand même un peu de temps à se mettre en application. On regarde aussi à notre usine de traitement d'eau les consommations pour être sûr qu'on demeure dans une moyenne respectable. Comme c'est le cas, ça l'est. Mais c'est un dossier qui est évalué continuellement d'année en année, puis qu'il y a toujours des nouvelles mesures qui sont déployées. Là. OK. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce que je peux poser une question? S'il reste du temps à la fin de la période de questions. Laurence Marois. Oui, bonjour, Laurence Marois, citoyenne de Victoriaville. J'ai posé une question en ligne à laquelle vous avez très bien répondu. Je vous remercie beaucoup. J'aimerais juste peut-être ajouter un petit commentaire. Vous dites que le transport actif, c'est quelque chose de très important à Victoriaville. Je suis très d'accord avec ça. C'est quelque chose que je pratique à tous les jours. Je n'ai pas personnellement de voiture. Donc, je me déplace soit à pied ou en vélo, été comme hiver. Et j'aimerais juste que certains éléments soient pris en considération avec les nouveaux emplois qui vont être mis en place. Par exemple, lorsque vous faites de l'aménagement pour faire de nouvelles pistes cyclables, les nouvelles pistes cyclables qui ont été faites, par exemple, sur Jutra, sont très difficilement accessibles lorsqu'on veut faire du transport actif. Par exemple, si vous utilisez celle du boulevard Jutra devant le métro, et que vous décidez d'aller faire l'épicerie, bien, vous devez faire plusieurs changements de route parce qu'il y a une partie du boulevard Jutra où vous avez le droit d'être dans le sens des voitures et une partie du boulevard Jutra où la piste cyclable elle est complètement exclue de la route.
Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Donc, à ce moment-là, faire du transport actif devient particulièrement difficile. Puis, on se devient, en tant que cycliste, à devoir se comporter comme des piétons. Donc, d'utiliser les lumières piétons qui sont rarement respectées lorsque les voitures peuvent tourner à droite sur la lumière rouge. Donc, il y a énormément de problématiques comme ça de sécurité qui sont en ville. Par exemple, des dépassements à droite dans la piste cyclable, lorsque des voitures veulent dépasser un petit peu plus rapidement là, la file d'attente. Il y a plusieurs problématiques comme ça qui sont autant sur le boulevard Jutra que sur la 116. Donc, j'aimerais juste ça que ce soit apporté dans les nouveaux emplois qui vont être faits, que la sécurité, elle est extrêmement importante et que les gens à Victoriaville, souvent, ne comprennent pas tout à fait le rôle du cycliste. Parce qu'un cycliste peut se comporter un peu comme une voiture lorsqu'on est en ville, mais les gens ne le comprennent pas trop et ça fait que souvent, on se fait aller dans la rue de façon parfois agressive. Donc, c'est juste quelque chose que je voulais apporter au conseil municipal. Bien, merci. Commentaire tout à fait pertinent. Là, on travaille annuellement toujours à améliorer le réseau pour le rendre le plus sécuritaire, mais aussi le plus convivial possible. Dans le cas de Jutra, là, où vous parlez, là, il avait été analysé de le garder sur un même tronçon. De mémoire, là, puis c'est avant que j'arrive, mais j'avais posé la question, si on le gardait du côté du Colisée, là, puis du centre de service, la piscine, etc. Là, après ça, l'autre stretch à passer, c'était à l'intérieur de tous les commerces là, qui ont devanture, là. Fait que là, ça devenait un peu plus complexe, mais surtout, la plus grande problématique, c'est qu'ensuite, tu arrivais à l'intersection de la 116, là, puis là, fallait quand même que tu retraverses de ce côté-là pour aller revenir dans... Donc là, à ce moment-là, l'analyse qui avait été faite, c'est de se dire, bien, qu'on traverse à la 116 de l'autre côté ou qu'on traverse à l'intersection du Tic Géant de l'autre côté. Il faut traverser de toute façon. Puis là, en traversant du côté du Tic Géant, là, tu peux aller connecter avec le réseau cyclable dans le quartier aussi qui t'amène au parc Bellevue, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour ce tronçon-là. Mais dans tout ce qui est Jutra Ouest, qu'on a annoncé qu'on allait construire, c'est un tronçon de 3 km qui va clairement être conçu et développé en fonction du transport actif, sans changement de route. Pour les premières esquisses qu'on a vues, là, ça va commencer à se construire l'année prochaine et l'année subséquente, mais ça risque d'être une descente assez unilatérale, sans traverse de rue, qui va être plus adaptée au transport actif. Oui, mais oui, c'est un casse-tête quand même, puis on a une équipe des transports, puis de là, l'ajout de la nouvelle ressource aussi pour nous aider à encore mieux améliorer, à concevoir nos tronçons. Oui, parce que souvent, j'ai l'impression que les décisions qui sont prises dans la fonction d'avoir du cyclisme mais récréatif. Donc, les pistes cyclables sont très belles, sont très plaisantes. Faire le tour du réservoir, c'est génial. Mais lorsque vient le temps de se déplacer pour le travail ou justement sur le boulevard Jutra, quand on veut avoir accès à tous les commerçants, bien là, ça devient difficile de faire le transfert. Puis fait que c'est pour ça que je voulais juste que ça reste à l'esprit là, lorsque vous prenez vos décisions sur l'urbanisme. Je vous remercie beaucoup. Merci. Olivier Baron. Bonsoir tout le monde. Vous me connaissez depuis longtemps déjà. Et malheureusement, je vais commencer par dire que je vais déménager en ce 9 juillet. Fait que ce sera malheureusement la dernière fois que je vais vous... que je vais venir. Vous allez à quel endroit, M. Baron? On va commencer à Chesterville. Puis, je vais déménager une deuxième fois pour commencer ma session au cégep de Thetford Mines. OK. Fait que ça va être à leur tour d'avoir mes discours. Je vais dire à mes collègues maires qu'il y a un citoyen assidu aux séances publiques qui risque de faire leur arrivée puis qui pose de bonnes questions. Vous pouvez faire des descriptions surdramatiques juste pour les faire peur un petit peu. Fait que...
Ma question, je l'avais déjà pensée, mais avec les discussions qui s'est faites ce soir, j'ai dû le mélanger tellement avec tout ce qui s'est ajouté dans cette soirée. Et j'ai l'impression que je vais me faire ami avec madame ici présente. Alors, pour le transport actif, faire les pistes cyclables et les trottoirs de bonne qualité, c'est, selon moi, le premier des 3 grands morceaux à faire pour qu'on puisse nous débarrasser de la dépendance automobile, qui représente une partie fondamentale du côté non durable du développement des années 60 et 70, et ainsi de suite, qui priorise l'auto sur n'importe quoi d'autre. De sorte à ce que être un piéton et un cycliste, c'est se promener dans un environnement qui est ouvertement hostile. Le deuxième morceau, c'est d'amener les destinations vers les habitants. Le troisième morceau est celui qui va probablement faire le plus de personnes en colère, c'est de sacrifier de l'espace à l'automobile. Donc, amincir les rues et retirer des stationnements. Ça, j'en ai déjà vu quand la Nouvelle Union permettait encore des commentaires. Et je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Ma question est que j'avais vu dans le plan d'urbanisme qui datant de 2017, avec quelques petites modifications, les changements ne permettaient pas la disparition des zones. Ça sent la croche, fait que juste pour mettre d'autres mots là-dessus, c'est l'une des choses que je crois que l'on devrait faire pour rendre la ville très durable est de remettre ensemble les zones commerciales et résidentielles. Comme je reviens à la fois où j'ai parlé à propos du centre de Victoriaville, qui est strictement commercial. Ce qui oblige à peu près presque tout le monde à prendre la voiture pour s'y rendre, pour faire l'épicerie et ces autres affaires-là. Alors, ma question à moi, c'est avec ce qui se passe dans le monde et en prenant inspiration des villes qui ont des règlements de zonage, je parle dans le monde, pas en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on est trop strict avec le zonage. Mais les autres villes dans le monde dans lesquelles on devrait s'inspirer, autant dans les grandes villes que dans les petites villes, comme surtout beaucoup en Espagne. Beaucoup en Espagne. Je peux nommer Barcelone, je peux nommer Madrid, mais c'est vraiment partout dans la sphère espagnole même européen en général. En fait, c'est vraiment juste ici qu'on a vraiment gardé notre séparation résidentielle et commerciale. Alors, je me demande s'il y a des mettons, des espèces de discussions par rapport à remettre l'usage commercial et résidentiel ensemble. Avant de répondre, je vais tout de suite dire que les usages commerciaux qui peuvent être considérés particulièrement bruyants et inconfortables pour les résidents peuvent tout simplement être bannis individuellement, alors en permettant le reste. C'était ça ma question. OK. Je suis juste pas certain. Là, dans le fond, la question, c'est en lien avec le zonage résidentiel, commercial, mais le lien avec le réseau cyclable? C'est en mettant tout ça mixte, ça permet à beaucoup plus d'endroits où on peut ouvrir des magasins. Ce qui fait que les piétons et les cyclistes ont traversé moins loin, dans des endroits moins hostiles, comme les stationnements gratuits. Je comprends. OK, parfait. C'est clair qu'on travaille continuellement à avoir notre réseau qui arrive au commerce de proximité, là. Toute la question du zonage résidentiel, commercial, là, je pourrais pas vous répondre. Là, on a différentes catégories de zonage, puis
ça ne nous empêche pas actuellement de tenter de connecter notre réseau cyclable à nos artères commerciales. C'est ce qu'on fait aussi bien que possible. Mais j'entends l'enjeu, c'est que si tu veux faire du transport actif, si tu veux aller faire tes commissions en vélo, bien encore faut-il que le réseau cyclable s'y rende et que ça ne soit pas juste un réseau cyclable de loisirs là, autour du réservoir Baudette, par exemple, ou sur le parc linéaire. Pour ça. Donc ajouter des destinations possibles, ça permet de faire le changement possible. L'important, c'est d'induire la demande. Exact. L'enjeu qu'on vit actuellement, puis on en avait déjà parlé ensemble, par exemple, pour le boulevard Jutras, il y a tout un nouveau tronçon qui a été fait en face des centres d'achat puis du centre de service. Ensuite, il y a une période, il y a un bout où c'est plus difficile, puis là, on va réembarquer sur un nouveau 3 km qui va être bien aménagé, sécuritaire, puis très facile d'utilisation pour de la mobilité durable de façon plus active pour le travail ou autre. Là, on arrive dans des périmètres urbains qui n'ont pas été développés de cette façon-là à l'époque. Donc là, autant que possible, quand on fait des reconversions, quand on fait des travaux, on l'aménage différemment. Mais c'est des travaux qui se font d'année en année. À toutes les fois qu'on fait un bout de rue, à toutes les fois qu'on fait un réaménagement d'intersection, on intègre automatiquement, ça fait partie de nos plans directeurs, le réseau cyclable. Puis ça, c'est une volonté ferme qu'on a de l'améliorer de façon continue, mais ça ne se fait pas tout du jour au lendemain. Souvent, ça se fait, oui, de les connecter, mais souvent, en le connectant rapidement, ce n'est pas les aménagements parfaits. Mais des rétrécissements de rue, des aménagements plus larges, il y en a eu, puis il va continuer d'en avoir. C'est bon. Merci. C'est que j'ai pas vrai. Malheureusement, je n'ai pas vraiment le temps pour mettre toutes les idées sur la table. Fait que on va avant de partir vers Chesterville, si vous avez le goût de communiquer avec notre service des transports avec vos idées, on va les accueillir avec ouverture. C'est beau. Merci. Bonsoir. Donc, la durée de la période de questions est écoulée. Donc, c'est ce qui mettrait fin. Je peux juste passer un commentaire rapidement? Parce que je ne sais pas dans vos quartiers... Oui, vous pouvez. Oui, je peux, merci. Est-ce que dans vos quartiers, il y a des gens qui font des feux d'artifice? Moi, dans mon quartier, c'est régulier. Puis je vous dirais que j'habite une maison jumelée. Fait que de savoir que le voisin d'en face fait des feux d'artifice, je trouve ça un peu stressant. Fait que moi, je me disais, ça, je ne sais pas s'il y a un règlement municipal qui l'empêche. Puis en même temps, tu ne veux pas faire du chicane avec les voisins en appelant la police, là, mais en tout cas, c'est un problème. Puis l'autre élément, c'est les pistes cyclables. De plus en plus, là, il y a des véhicules électriques, il y a des trottinettes électriques, il y a juste une roue électrique. Là, tout le monde passe, puis il y a les piétons, tu marches, tu te fais couper. Fait que je me disais ça quelque part. Puis même comme automobiliste, là, il y en a un qui s'en vient avec sa planche à roulettes, l'autre, ça devient dangereux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça, mais je vous dirais qu'il va falloir porter une attention particulière parce qu'il y a trop de petits véhicules de toutes sortes de genres, électriques et autres, qui sont sur nos pistes cyclables, puis il y a les piétons aussi. Merci. Parfait. Bon, je peux répondre à votre question sur les feux d'artifice. Là, on a un nouveau règlement depuis le mois dernier qui interdit les feux d'artifice sur le territoire de Victoriaville. Puis pour... on contacte le 911 directement. Pas plus compliqué que ça. Vous appelez le 911, puis vous pouvez mentionner c'est où ça a lieu, puis il va y avoir une intervention. C'est maintenant illégal. OK. Merci. Donc... peut-être, avant de conclure, vous rappeler que ce week-end, le 9 juillet 2023, de 11h à 14h, ce sera le pique-nique vert au Mont Arthabasca. Tous les gens sont invités, avec vos enfants, bien entendu. Il y aura animation, ferme sur place, donc une belle invitation pour toute la population. Il y aura aussi le convoi de motocyclistes de la 15e édition Ride de filles qui sera de passage à Victoriaville en soutien à la recherche pour le cancer du sein. Donc, ce sera un plaisir de les accueillir. Sur ça, je vous souhaite à tous et chacun un bel été. Profitez-en pour passer du temps
temps en famille, profitez pleinement de tout ce que notre belle ville a à offrir. Pour ceux qui feront des voyages, bien, bon voyage. Puis, mes chers collègues, vous aussi, profitez-en pour prendre du temps en famille avec les vôtres. C'est un plaisir, privilège de siéger avec vous depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Donc, bon été à tous, puis on se retrouve à la séance du mois d'août. Bonne journée tout le monde.